Bonjour. Bienvenue. Donc, c'est une table ronde de Normandie pour la paix co-organisée avec la Fondation WARM, dont on s'occupe avec quelques amis, qui est basée à Sarajevo, et qui cette année a pour thème réconciliation, justice, mémoire. Alors le sujet est évidemment très très vaste. On va sans doute pas en venir à bout en 1 heure et demie. Mais on va s'interroger tous les trois et avec vous sur comment rendre la justice après un conflit armé, comment cultiver ou non le souvenir des guerres, comment réconcilier ou non les sociétés, les peuples. Je vais vous présenter mes camarades et moi-même. À tout seigneur, tout honneur, Ed Vulliamy, un éminent journaliste qui a donc longtemps travaillé pour le Guardian et l'Observer et qui maintenant écrit aussi parfois pour d'autres revues, notamment la New York Review of Books. En ce qui concerne les après-guerres, guerres et après-guerres, a notamment couvert la guerre en ex-Yougoslavie. Ed est connu pour avoir été le premier à découvrir les camps de concentration serbes dans le nord de la Bosnie. Il a écrit 2 livres sur le sujet, étrangement non traduits en français, mais Seasons of Hell à l'époque de la guerre et Bosnia the Reckoning 20 ans après, qui sont 2 livres très importants sur ces questions. Ed a aussi beaucoup couvert l'Amérique latine. Il nous parlera notamment de Colombie, même si par ailleurs il a fait un livre à Mexica sur la frontière américano-mexicaine, qui est aussi un livre excellent. Thierry Cruvelier, qui depuis très longtemps étudie et écrit sur la justice internationale. Je pense que c'était ta première expérience quand Thierry a créé avec Stéphanie Maupas une revue qui s'appelait Ubuta Bera à Arusha. C'était c'était tes débuts dans le domaine, qui d'ailleurs doit être la première revue de toute l'histoire de cette nouvelle justice internationale qui a commencé dans les années 90. On va en parler avec les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Au fil des revues et des livres, diplomatie judiciaire, mais aussi donc des livres, le tribunal des vaincus sur le Rwanda, le maître des aveux sur le Cambodge, et Terre promise sur la Sierra Leone. Thierry a exploré, au-delà de ces processus judiciaires, bien sûr c'est un spécialiste de justice, il est maintenant rédacteur en chef du site Justice Info, mais Thierry a exploré au sens au plus large ces après-guerres et a vécu dans ces pays. Et donc est un des rares qui connaît assez bien la variété maintenant de ces processus d'après-guerre en général et de justice en particulier, qui depuis 30 ans ont explosé et sont maintenant très variés. Je m'appelle Rémi Ourdan, je suis reporter au Monde et je couvre essentiellement des conflits et des après-guerres. J'aime bien rester dans les pays après la guerre ou y retourner. J'ai couvert les questions de justice, notamment sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, du côté judiciaire, à La Haye et à Arusha, mais dans les pays en question, sur les terrains de guerre et d'après-guerre, je participe souvent à des enquêtes sur les crimes de guerre. Et puis, certains pays, je retourne voir comment ça marche ou pas, les après-guerres et toutes ces questions de mémoire et d'éventuelle réconciliation. On va chacun faire une petite présentation de 10 minutes. Et puis peut-être que certains de nous trois auront des questions à poser à l'autre, mais ensuite surtout on va engager le dialogue avec vous. Le sujet est très très vaste, donc sentez-vous libre de... Voilà, nous évidemment on va angler un peu notre propos introductif. Mais ensuite, sentez-vous vraiment très libre, on peut aborder ces questions de manière assez large et assez variée.
Ed. Please. Ok, merci. Très bien. Au début, il faut dire que seulement, en général, que j'espère que vous, ici en Normandie, que vous comprenez que vous avez la singularité de cette entreprise. C'est unique dans le monde. C'est incroyable. Ce serait impensable. Peut-être en Amérique, peut-être en Colombie, mais c'est un niveau incroyable. Seulement en Normandie peut-on voir un ancien chef traditionnel du tribu Pensacola de Maine, âgé 97 ans, offrant le prix de la liberté à un jeune rappeuse d'Afghanistan. C'était un moment hier inoubliable, c'était absolument superbe. Et seulement dans votre région, avec l'initiative The Attitude, not just to the Libération 44, blablabla, mais ce que vous avez fait avec cette legacy, c'est admirable, c'est unique, c'est super. Donc, je suis désolé d'avoir porté le climat de Brexit. Ça, c'est Liverpool on a bad day. Mais alors, on continue. And I'm going to speak in English. Maintenant, je vais m'exprimer en anglais. Parce que mon français, je pense, ne pourrait pas suivre. C'est un honneur. Je suis ravie que Rémi et Thierry nous rassemblent aujourd'hui. Nous pouvons dire que la guerre n'est pas comme un match de foot. La guerre ne s'arrête pas après le coup de sifflet. La guerre continue. L'après-guerre peut parfois causer autant de dégâts, peut-être tout aussi cruels que les batailles, que la guerre elle-même. Comme Rémi l'a dit, nous abordons aujourd'hui le sujet de l'après-guerre, qui est un sujet très vaste. Et j'aimerais ajouter un mot, puisque le sujet aujourd'hui, justice, réconciliation, j'aimerais ajouter un terme, ou en anglais, le terme en anglais, reckoning, rendre compte, compte. Nous parlons de... C'est un terme difficile. Reckoning, c'est se mettre face à ce qui s'est passé, rendre compte. Ce que les Allemands ont vécu entre 1945, 1970, c'est-à-dire les musées, les camps qui n'ont pas été construits par les Juifs, mais par les Allemands eux-mêmes, c'est-à-dire donner aux victimes d'un conflit le récit, leur donner le contrôle de ce qui s'est passé. Et malgré les néo-nazis, il y en a encore beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est vraiment les Juifs qui doivent s'approprier ce récit de la Shoah. Nous allons en reparler, bien sûr, les personnes qui ont survécu les guerres de Bosnie, Rémi et moi-même. Nous avons suivi ce conflit, mais ces personnes là-bas de la guerre de Bosnie-Herzégovine sont éparpillées dans la région et ils n'ont pas pu s'approprier le récit parce que cette boucherie, nous devons le dire, cette fin de cette guerre a été l'imposition d'un traité qui donne finalement les perpétrateurs du crime l'appropriation du récit et ils n'ont pas réussi à rendre compte de ce qui s'est passé. Pouvoir vraiment arrêter, geler la fin de la guerre. Il faut se rappeler de quelque chose cet après-midi. Il faut se rappeler que la paix, c'est compliqué, c'est difficile, c'est du travail. Sonita, hier, elle a dit, la liberté, c'est compliqué. Eh bien, la liberté, je sais, vous savez, Mahatma Gandhi, Martin Luther King étaient les premiers soldats, les plus grands soldats. Je pourrais beaucoup parler de la Bosnie, d'ailleurs, puisque j'ai écrit sur le sujet. Je pourrais vous parler des tribunaux qui nous montrent, qui témoignent. Ces procès. Je pourrais parler du traité de paix d'Irlande. Beaucoup ne connaissent pas Gilles Pérez, Jay York. Nous avons parlé de ce sujet en nous disant que ces histoires, finalement, l'histoire de l'Irlande,
est peu connu et que ces atrocités commises par l'Empire britannique ne sont pas connues non plus. Personne n'en a rendu compte, n'a rendu le récit. Alors, le processus de paix. Je vais parler du processus de paix. Je vois que vous êtes tous jeunes, peut-être un quart de mon âge, mais je vais vous parler d'un processus de paix aujourd'hui, en cours de négociation en Colombie, puisque c'est plus contemporain et cela va plus vous parler. Nous pourrions vous parler de la Bosnie, du Rwanda, de l'Irak. Bien sûr, il y a beaucoup à dire. Les guerres classiques, je dirais. La sorte de guerre où vraiment l'humain a échoué. Mais pour vous, assis ici dans la salle, puisque nous pouvons dire qu'il y a un nouveau type de guerre qui est apparu entre le Mexique et la Colombie, qui semble ne jamais finir. Les chiffres, 300 000 personnes décédées depuis 2006, 80 000 disparus, 2 fois plus que les guerres du Balkan. C'est compliqué d'estimer, entre 200 000 et 400 000 en Colombie, peut-être un demi-million de personnes décédées, disparues tout autant. Cette violence a lieu aujourd'hui dans des sociétés où les personnes vont à la messe, à l'université, au marché. Très bien. Quotidian encounter is invariably delightful. Aujourd'hui, dans ces sociétés, au quotidien, tout a l'air normal, mais rien n'est normal. Certains de mes collègues nous disent ce n'est pas une guerre, ce n'est pas la guerre, mais ce n'est pas la paix non plus. Alors, dans ces endroits, la Colombie, le Mexique, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Tout d'abord, ils ont l'histoire d'une conquête coloniale des peuples indigènes et les politiques des questions des terres qui n'ont jamais été réconciliées ou gérées. Et bien sûr, la question de la cocaïne et des drogues synthétiques. Je ne sais pas si vous, les jeunes, vous allez à des fêtes ou en soirée ou en discothèque là-bas. Et s'il y a cette poudre blanche, je dirais la poudre blanche, et là-bas plutôt une ligne rouge entre la Colombie et le Mexique. En Colombie, le processus de paix des dernières années devait prendre en compte ces deux aspects, les terres et la cocaïne. C'était un processus de paix ambitieux entre le gouvernement, la Colombie et le dernier mouvement des FARC, mouvement marxiste des FARC. Ce s'est transformé en un traité. Je sais, vous avez certainement vu Escobar sur Netflix ou Narcos. Vous connaissez cette histoire qui est tout à fait réelle. Et d'ailleurs, la version de Netflix est plutôt enjolivée par rapport à la réalité. J'essaye d'expliquer la guerre avec les FARC démarrée il y a 69 ans et le gouvernement de Juan Santos, à l'époque, a décidé qu'ils en avaient assez. Ce processus de paix a été négocié. Le traité a été négocié à La Havane, à Cuba, et donc avec garantie des gouvernements cubains et norvégiens. Donc nous avons discuté avec les dirigeants des FARC, avec le gouvernement. Nous avons suivi la mise en œuvre à Bogota. Nous avons vu, bien sûr, les voyages étaient compliqués, les voyages dans la jungle, en Colombie, pour rencontrer les FARC, pour voir qu'effectivement les armes avaient été posées à terre, avaient été rendues. C'était un grand moment. Et ce processus de paix, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce important? Parce que ce n'est pas seulement la fin des conflits, comme en Bosnie et d'autres régions, mais l'idée était de pouvoir réconcilier les problèmes que ce conflit avait causés. Mais il n'y a eu aucune réussite, parce que si nous essayons de mesurer la réussite d'un processus de paix, en fait, il y a eu, nous pourrions dire, une forme de sabotage, parce qu'après le désarmement, le traité demandait aussi de dénarcoïfier, si je peux dire ainsi, dénarcoïser la Colombie, c'est-à-dire arrêter les échanges de cocaïne, l'arrêt de la culture de coca,
et des réformes des terres. La saisie de certaines terres, restitution de terres aux propriétaires, parfois certains propriétaires précoloniaux, c'est-à-dire des propriétaires indigènes. Donc cette guerre est de votre époque et un traité de paix de votre époque, beaucoup plus de la mienne. Et vous serez encore là pour voir la suite de ce processus de paix. C'est pourquoi je pense que c'est intéressant pour vous, pour nous tous, d'en parler aujourd'hui. Nous sommes allés à De Marco, cela ressemble à Haïti, tout aussi pauvre qu'Haïti, mais un tiers de la cocaïne colombienne passe par cette région. Pour les milices, ils ont parlé de l'accès à l'eau des cartels mexicains. Puis avec 2 économistes de l'université de Bogota, ils ont calculé que 2,6% des profits de la cocaïne vendue dans les rues de la Colombie restent dans le pays. Des centaines de millions de dollars ensuite qui sont générés, qui sont exportés, qui partent vers le Mexique, qui partent là où la drogue est vendue. Donc ces réformes des terres prises en compte dans ce processus de paix, nous pouvons dire qu'il y a eu encore plus de morts, encore plus d'assassinats dans les 4 ans après le processus de paix, qui montre l'échec et cela montre la réaction des parties prenantes, c'est-à-dire l'ancien régime, avec bien sûr des personnes qui se présentaient disant c'est ma terre qui va d'ici. Et vous voyez comment ils ont réglé le conflit sur les terres avec les armes. Nous avons accompagné des élus officiels du gouvernement colombien, du ministère de l'Agriculture, et il était incroyable de voir ces disputes sur les terres. Ils rassemblaient les agriculteurs, cultivateurs de coca en disant « Allez, ici vous allez faire pousser, si vous voulez, la noix de coco. Nous allons vous donner les graines, vous allez pouvoir planter ceci, planter cela, telle culture, telle culture. » C'était très intéressant de voir ces échanges. Et que s'est-il passé? Faites-vous partie du programme? Vous ne faites pas partie du programme? Qui veut continuer? Nous étions là-bas. Et Santos a perdu ensuite l'élection présidentielle. Et un autre président a été présenté, représentant l'ancien régime. Duque a gagné l'élection et finalement a arrêté les programmes de substitution de la coca. Parce que c'est une culture chère. Le programme devait être financé. Ce qui est intéressant pour vous, pour votre génération, de noter, c'est peut-être de se comporter parfois comme des 68ards, l'insurrection. Regardez les manifestations des étudiants à Cali. Allez voir sur Google, vous verrez des personnes comme vous, des jeunes, des étudiants en Colombie. Ils protestent, ils sont furieux parce que ce processus de paix est en train d'échouer à cause d'un sabotage, de l'après-processus de paix, l'après-conflit. Je vais terminer dans 2 minutes. What does one do about this? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut commencer ce traité dans une telle situation? Je ne veux pas sanctifier le président Santos. Il a déjà gagné le prix Nobel de la paix pour son travail, mais en 2010, au sommet des Amériques, en Colombie, il a fait un discours que beaucoup de personnes ont oublié, ont ignoré. Il a demandé une co-responsabilité de la part des pays consommateurs de drogue, surtout les États-Unis et l'Europe, pour aider avec ce processus. Arrêtez de bombarder nos guérillas. Aidez-nous en essayant de résoudre le problème de l'addiction dans votre pays. Aidez-nous à trouver l'argent. J'ai toujours fait comme ça, moi. J'ai toujours suivi l'argent. Quand on suit l'argent, on trouve la cause racine du problème. Au Mexique, j'ai fait beaucoup de travail sur une banque Wachovia. J'ai mis au jour qu'ils ont blanchi
plus de 300 milliards d'argent de Chapo Guzman. Je pense que vous le connaissez tous, le plus grand cartel au monde. Donc, plus de 300 milliards de dollars blanchis. Donc, on savait que c'était eux. Ils avaient les mains sales, mais ils ont pu trouver un arrangement avec la justice. Et ils ont payé 0,002% de leur chiffre d'affaires en amende. Pas plus. Le HSBC, plus grande banque d'Europe, à Londres, utilisait les mêmes chemins, les mêmes voies pour pouvoir blanchir cet argent de Chapo Guzman. Et on savait que c'était eux, et on leur a dit « Ah, c'est pas bien ». Mais personne n'est allé en prison de la banque HSBC. Et le PDG de la banque n'a pas été puni. Il est devenu ministre du Commerce au Royaume-Uni. Il est très au courant du commerce, surtout avec cette poudre blanche. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour moi. Thierry va vous parler de la différence entre l'impunité et une amnistie. Et je pense que c'est beaucoup plus une situation d'impunité qu'une vraie amnistie aujourd'hui. Donc, suivez ce qui se passe en Colombie. C'est quelque chose qui reste un peu en équilibre. Et si c'est réussi, ça va être le traité le plus intéressant de toute mon expérience, de toute ma vie. Mais si il échoue, ça va être très triste parce que c'est des sujets très importants sur le droit à la terre et cette tyrannie nouvelle de l'économie et de ce bien parfait qui est la cocaïne. Mais une banque, le président de la banque BCCI a été arrêté. Le président de cette banque a été arrêté. Moi, je connaissais les gens qui étaient sur ce coup-là. Et mon ami a dit qu'on peut uniquement résoudre ce problème avec des menottes, en utilisant des menottes sur la frontière. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je vous en remercie, c'est tout pour moi. J'enchaîne. C'est intéressant que Ed parle de la Colombie parce qu'en fait, la Colombie, c'est l'exemple majeur, parfait de tout ce qu'on veut traiter aujourd'hui, qui est en fait ce qu'on appelle, on peut y revenir si vous voulez, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la justice transitionnelle, c'est-à-dire tous ces mécanismes qui sont mis en place pour opérer ces transitions de la guerre à la paix ou de la dictature à la démocratie, pour faire simple. Et la Colombie, aujourd'hui, est un cas d'étude unique dans l'histoire, puisque les Colombiens, qui adorent les choses parfaites, c'est des grands... c'est des experts pour imaginer, conceptualiser des choses un peu à la perfection. Et ils ont du coup un processus de justice transitionnelle qui vraiment comprend toutes les données qui ont été identifiées comme étant des réponses de justice nécessaires quand on sort de la guerre. Il faudrait ajouter, là on en a 3 qui sont un peu majeurs, réconciliation, justice et mémoire. Il y en a un autre qui est évidemment très important, c'est les réparations. Dans tous ces domaines, le processus colombien a une réponse. Et tous les éléments de ce processus de justice en cours sont entremêlés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ne fonctionne pas, les autres vont aussi s'enrouer. Donc le système est extraordinaire en théorie. Il est un défi inouï à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, enfin, à mon journal, c'est sans doute l'histoire la plus importante du moment et pour les années à venir. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je pense que ça va être intéressant de garder la Colombie en tête parce qu'elle nous permet de comprendre aussi certaines notions qu'on peut retrouver dans à peu près tous les après-guerres. Petit rappel aussi, la négociation de paix pour la Colombie a duré 4 ans. La partie la plus dure entre les belligérants sur laquelle ils ont eu le plus de mal à se mettre d'accord, c'est le volet justice transitionnelle, qui a pris à lui seul 1 an et demi.
C'est pas tant le désarmement, ou c'est vraiment ce volet-là qui a été le plus ardu. Je reviens un peu à notre sujet. Il est tellement vaste, c'est un peu ce que dit Rémi, c'est que c'est presque délirant comme thème de travail, puisque on ne pourra jamais en sortir, puisque tous les après-guerres sont différents, comme les guerres sont chacune uniques. Et donc on n'a pas de situation on n'a pas de modèle qui va être applicable à tous les après-guerres du tout. Chaque société trouve son propre accord. Les attentes aussi sont multiples. En fait, c'est un exercice de la diversité, l'après-guerre. Il n'y a pas une seule situation qui se ressemble. Les attentes sont énormes, elles sont aussi contradictoires, elles sont parfois irréconciliables. L'autre aspect qui est très clair, c'est que ça évolue toujours. L'après-guerre n'est pas quelque chose qui est décidé à un moment et reste tel quel. Il est en constante évolution. Et donc tout ce dont on parle, justice, mémoire, réconciliation, sont réellement des processus qui sont constamment en adaptation à à l'évolution de la situation politique et sociale du pays concerné. Dans le titre, on a aussi quelle après-guerre veut-on? Et je me suis un peu demandé, mais c'est qui le on? Et en fait, on se retrouve aussi toujours avec ce problème de qui parle dans l'après-guerre et de quel est le regard à partir duquel on se positionne. Puisqu'en fonction de qui parle, les attentes et les demandes et les réponses, ou même la compréhension de ce que va être la justice ou ce que va être la réconciliation ou ces thèmes-là, changera. Et donc il faut toujours se souvenir que quand on apporte une réponse, elle est toujours partielle, elle est toujours d'un point de vue. Je note aussi que ceux qu'on oublie le plus souvent, c'est ceux qui ne parlent pas. Et il y a toujours dans toutes les sociétés des gens qui vivent l'après-guerre de la même manière que les autres, parce qu'ils l'ont subi de la même manière, sauf qu'ils le gèrent de manière tellement privée, tellement intime, qu'on ne sait pas quelle est leur propre compréhension de la justice, puisque leur façon à eux de le gérer a été de le faire seul, chez eux et en silence. Et ça, c'est des voix qu'on n'entend jamais, alors qu'elles ont la même légitimité que celles qui sont plus audibles. Donc voilà, donc depuis 20 ans, on a eu tous ces mécanismes qui ont explosé un peu partout. Le premier mouvement qu'on a évoqué et qui a été si spectaculaire, c'est tout le développement de cette justice pénale internationale. Donc les grands procès, les grands tribunaux pour la Yougoslavie, pour le Rwanda, ensuite qui se sont déclinés pour la Sierra Leone, le Cambodge, le Kosovo, le Timor. Enfin, on a eu toute une série comme ça de processus. Pratiquement tous les 2 ans, on avait un nouveau tribunal qui se créait, qui prenait différentes formes. Aujourd'hui, on en est assez largement revenu. Il y a une grande désillusion par rapport à ce modèle de justice pénale internationale. Ed disait qu'il a témoigné 9 fois devant le tribunal pour la Yougoslavie et ne pense pas qu'il irait de nouveau. Je pense que ce que tu exprimes, c'est une partie de cette désillusion sur le fonctionnement de ces tribunaux, à quel point ils ont été assez peu efficaces et à quel point toute cette justice internationale est finalement devenue extrêmement symbolique, puisqu'elle ne gère aujourd'hui qu'un nombre infime de cas. Chacun des tribunaux récemment créés, on juge entre 1 et 5 personnes par situation politique qu'elle gère. C'est terriblement symbolique comme action. À noter quand même dans l'histoire, parce que c'est un processus qui a marqué toutes les consciences, c'est ce qui s'est passé au Rwanda, qui a quand même été un terrain majeur d'expérimentation, avec à la fois un tribunal international, mais surtout le premier et le seul, la première et la seule entreprise de justice de masse après un crime de masse. Donc après ces violences de masse, en fait, en général, on accepte toujours que la justice sera sélective et sera limitée. Les Rwandais ont dit non, on peut tout à fait avoir une justice de masse après un crime de masse qui n'avait jamais été entrepris ailleurs. Ils ont créé 11 000 juridictions populaires dans les communautés et ont comme ça, en 10 ans, jugé plus d'1 million de personnes. Processus qu'on peut critiquer, qui a plein de défauts, etc., mais qui a quand même eu lieu et qui reste dans l'histoire comme une expérience totalement unique en matière de justice. Et puis l'autre grand mécanisme dont vous avez entendu parler, c'est les commissions vérité.
qui sont donc des processus non judiciaires et qui ont connu une popularité extraordinaire. Ils sont nés en Amérique latine dans les années 80. Ils sont devenus célèbres avec la fameuse commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Et ce modèle a eu un étonnant succès, en tout cas, a été choisi dans toutes les parties du monde, ce qui est assez remarquable. On en trouve à la fois en Asie, en Afrique, en Europe, dans le monde arabo-musulman. Toutes les parties du monde ont à un moment donné adopté ces commissions. Mais chaque commission, de nouveau, est très différente de l'autre. Et elle ne s'appelle pas toujours réconciliation. Alors ça, c'est intéressant aussi. Alors la Bosnie, c'était un cas de figure où beaucoup d'experts sont venus après la guerre pour promouvoir l'idée d'une commission vérité et réconciliation. Échec complet. Ça ne répondait pas du tout aux attentes dans cette région-là du monde, alors que ça parlait beaucoup à d'autres sociétés ailleurs. Et il était hors de question de prononcer ce mot réconciliation dès qu'il s'agit même de débattre de cette idée même. Dans d'autres pays, au contraire, le mot réconciliation va être absolument central à l'effort et à la stratégie retenue. Au Rwanda, il n'était pas question non plus de parler de commission vérité du tout. J'essaie d'aller un peu vite. Autre idée à retenir, c'est que du coup, il n'y a à ma connaissance, je pense, plus aucun accord de paix aujourd'hui qui peut se faire sans un volet justice à l'intérieur. Ce n'était pas du tout le cas avant. Aujourd'hui, c'est une sorte de donnée obligatoire que les parties belligérantes ont parfaitement intégrée, y compris les groupes rebelles les plus reculés de Centrafrique, savent ce que c'est que la justice transitionnelle, ou en tout cas l'exigence de répondre à ce truc. Simultanément, l'ONU a décidé, il y a une vingtaine d'années, qu'elle n'appuierait aucun accord de paix qui comprendrait une clause, disons, amnistiant les crimes internationaux, les crimes contre l'humanité ou le génocide. Et d'une certaine, c'est très intéressant parce que du coup, l'ONU, à mes yeux, s'est exclue des pourparlers de paix depuis une vingtaine d'années. L'ONU n'est plus du tout un acteur décisif, majeur des pourparlers de paix. Et pour la raison suivante, c'est que cette position assez idéologique, rigide, en fait, empêche le plus souvent d'arriver à un accord de paix. La Colombie en est un très bon exemple. La Colombie, c'est un compromis, c'est une paix négociée. Alors là, j'arrive à une autre idée qu'on peut retenir parce qu'elle s'applique absolument à tous les processus d'après-guerre, c'est qu'ils vont être définis par la façon dont la guerre se termine. Si la paix est négociée, cela aura un impact automatique sur la façon dont on va comprendre justice, réparation, mémoire, etc. Ça a un impact immédiat, obligatoire sur le compromis qui va être fait sur combien de justice on veut, combien de réparation, combien de vérité. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. La façon dont un conflit se termine est décisive sur la façon dont la justice s'organisera dans l'après-guerre. Le cas de la Colombie est un exemple parfait puisque tout le processus est un compromis, c'est une négociation. Et si on ne garde pas ça en tête, on ne peut pas comprendre le processus en cours. Du coup, ça me faisait toucher, oui, Ed a raison, touchons au tabou. Alors le tabou dans le domaine de l'après-guerre ou dans le domaine, pour les militants des droits de l'homme ou de la justice, le tabou, c'est l'amnistie. Et c'est un problème que ce soit un tabou parce que, en fait, l'amnistie, d'abord, a toujours existé dans les accords de paix parce qu'il faut bien, quand elle est négociée, c'est quoi ce qu'on négocie? Ce qu'on négocie, c'est la paix, c'est pas la justice. Et donc, il va falloir arriver à un compromis et à une forme d'amnistie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a fait un équivalent, à mes yeux, entre amnistie et impunité, alors qu'il y a toutes sortes de façons extrêmement créatives de comprendre l'amnistie et de la rendre conditionnelle. En Colombie, tout le processus est axé autour de peines légères ou de peines qui ne sont pas, par exemple, on n'enverra pas les gens en prison s'ils jouent le jeu. Ils seront mis dans des espaces, mais qui ne sont pas des espaces carcéraux. Tout ça, ce sont des compromis qui sont des amnisties conditionnelles, en quelque sorte.
Donc là, il y a quand même un vrai problème au niveau international, qui est qu'on se prive d'une certaine manière d'un outil tout à fait classique dans l'histoire pour terminer les guerres, ce qui est quand même un peu souvent le plus grand objectif au-delà de la justice, et c'est celui d'accepter qu'il y aura peut-être une phase d'amnistie et d'amnistie conditionnelle. N'oubliez surtout pas aussi que tout ça est conditionné dans le temps. Tout change tout le temps. La situation justice en Bosnie en 1995 n'a rien à voir avec ce qu'elle était 10 ans plus tard, et elle n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. En Colombie, c'est pareil, on voit les choses constamment évoluer, le système s'adapte. Les gachacha au Rwanda étaient un exemple extraordinaire de constante adaptation du processus par rapport à ce qui était faisable politiquement à un moment donné. Et où du coup un certain type de crime qui au début des gachacha était considéré comme ce qu'on appelait les catégories 1 et qui étaient non négociables en quelque sorte et qui menaient à des peines très très lourdes, 5 ans plus tard, certains de ces crimes, on pouvait les passer en catégorie 2 parce que la tolérance sociale était telle qu'on pouvait faire cela. Donc tous les processus de justice sont soumis à cette évolution. Les amnisties, pareil. Et l'Amérique latine, par exemple, là, c'était vraiment les sorties de dictature plus que de guerre civile à proprement parler, mais les pays d'Amérique latine ont tous organisé des amnisties qu'elles ont ensuite annulées 20 ans plus tard, quand les démocraties étaient suffisamment solides et l'armée n'était plus une menace directe pour renverser le pouvoir. On a juste annulé les amnisties et on est allé poursuivre les anciens responsables militaires. Donc voilà un peu quelques idées générales qui me sont venues à l'esprit avec ce thème sur la mémoire et les commémorations. Là, c'est vraiment une période de surcharge mémorielle incroyable. On voit énormément de types de stratégies mises en œuvre, y compris des stratégies qui échappent complètement à l'État, contrairement peut-être au domaine de la justice ou des réparations. Sur la mémoire, vous qui avez énormément travaillé en Bosnie, il y a des initiatives artistiques de mémoire à Sarajevo qui sont tout à fait extraordinaires. Enfin, quand ils peignent les éclats d'obus dans la rue à Sarajevo sont peints par endroits, et il n'y a rien d'autre qui est écrit, sauf que tout le monde sait par cette peinture que des personnes sont mortes à cet endroit du résultat des obus. Donc les processus de mémoire sont partout extrêmement créatifs, extrêmement divers. Et là encore, il n'y a pas de règle. Il y a des pays aussi chez qui la mémoire, en tout cas la mémoire telle que nous la concevons, musée ou type commémoration, n'est absolument pas une nécessité, une priorité. En Sierra Leone, au contraire, la société est largement gérée par ce qu'ils appellent le social forgetting, qui est une sorte de manière de gérer en fait la violence et le souvenir de la violence par une forme d'oubli social qui n'est pas du tout, l'idée n'est pas du tout que les gens ne se souviennent pas, c'est qu'ils gèrent, cette mémoire-là sous une forme d'oubli qui leur convient beaucoup mieux que celle de créer un monument ou un musée. Donc là aussi, tout est ouvert et d'une société à l'autre, on observe des stratégies extrêmement différentes. Voilà un peu en vrac quelques idées que je voulais partager. Merci à tous les deux. Moi, je vais vous raconter un peu une histoire sur la Bosnie parce que... mais ça pourrait s'appliquer à d'autres situations. Il se trouve que c'est le premier endroit où je suis allé, c'est aussi le premier après-guerre que j'ai connu et puis c'est celui où je retourne beaucoup ces dernières années parmi différents après-guerres. Quand l'ONU a voté la première résolution, c'était en mai 93, en disant il y aura une justice après la guerre, autant vous dire que tout le monde a ricané. Les criminels de guerre n'y ont pas cru une seconde. Et d'ailleurs, le bain de sang a continué encore 2 ans et demi.
les victimes, en tout cas les civils, n'y ont pas davantage cru une seconde, puisqu'ils prenaient, pour Sarajevo assiégé, des bombes sur la tête toute la journée, ou pour des gens du nord du pays étaient détenus dans des camps que Ed a raconté. Et nous, les observateurs, on a ricané parce que si personne n'y croyait, pourquoi nous y croirait-on donc nous, les journalistes, les humanitaires, les analystes, les universitaires, personne n'y a cru, mais ceux qui étaient censés éventuellement le mettre en œuvre, les diplomates ou les militaires, ou les casques bleus, n'y croyaient pas plus. Je rappelle ça parce qu'aujourd'hui, il y a de tels processus judiciaires que ça paraît être des évidences. Je peux vous dire que quand cette résolution 827 a été votée par le Conseil de sécurité de l'ONU, personne n'y a cru. Le bain de sang a continué. Et puis 2 ans et demi plus tard, il y a eu un accord de paix qui s'appelle Dayton-Paris, qui est, Ed l'a mentionné, l'un des pires accords de paix de toute l'histoire des accords de paix, mais enfin, qui a eu 2 mérites. Le premier, c'est d'arrêter le carnage. Voilà, c'est toujours même un mauvais accord de paix. Voilà, bon, il n'y a plus eu de mort le lendemain. C'est utile. Et puis il a eu un avantage, c'est que c'était l'un des premiers qui a reconnu l'existence de cette justice internationale qui était née en pleine guerre et à laquelle personne ne croyait. Et ça a été une surprise puisque c'était un accord de paix négocié entre les belligérants qui a eu absolument tous les compromis territoriaux, politiques, idéologiques, etc. Et là, ça a été la seule chose imposée par la communauté internationale, quoi que ça veuille dire. En tout cas, pour moi, ça a été une surprise. Ça confirmait l'existence, la naissance d'une justice internationale. Je peux vous dire que pour les victimes, ça a été une véritable surprise. Ils n'y croyaient pas une seconde, puisque les chefs de guerre avaient contrôlé la guerre et s'apprêtaient à contrôler la paix. Donc grâce à ce mauvais accord de paix, ils ont quand même dû se retirer de la vie politique. Et puis petit à petit, ils ont été arrêtés et il y a eu quand même plus de 200 procès. Donc le premier signe de naissance d'une justice internationale, c'était dans ce mauvais accord de paix. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Le deuxième signe, moi je l'ai vécu concrètement sur les charniers de Srebrenica, avec un commissaire français, Jean-René Ruez, qui est un type extraordinaire, qui a mené sans doute ce que dans le milieu de la justice internationale, on considère encore aujourd'hui, en tout cas ces années précurseurs de justice internationale, comme la meilleure enquête, l'enquête parfaite, l'enquête la plus réussie, la plus aboutie, puisqu'il a remonté toute la chaîne de commandement. Donc c'était l'arrivée de ces enquêteurs dans un charnier, Glogova, autour de Srebrenica. Mais même ce jour-là, c'était encore difficile d'y croire. C'est-à-dire qu'au contact, après avoir vécu, là, je vivais en Bosnie depuis 5 ans, et c'est difficile. Et je me disais, bon, j'y voyais 2 utilités. Je voyais de rendre les corps aux familles. Il y avait un aspect humain comme ça qui était important pour les familles, pour faire leur deuil. Et puis je pensais à la documentation pour l'histoire. Mais là encore, c'était difficile de croire que les criminels de guerre, un jour, allaient payer. Et donc, je vous dis, la grande surprise quand même de tous ces processus qui aujourd'hui paraissent presque évidents, c'était de se retrouver à l'ouverture du premier procès d'un chef d'État en 2002, qui était Slobodan Milosevic, ou de se retrouver en 2017 au verdict du dernier procès, 103e verdict, qui était celui du général Ratko Mladic, que j'ai bien connu pendant la guerre, et de se retrouver 25 ans après au verdict. C'était vraiment pas écrit d'avance. La première fois que j'ai senti, moi, sur le terrain, l'existence d'une justice internationale, c'était donc pas en Bosnie, parce que je pense qu'il faut être honnête et qu'à l'époque, on n'y croyait pas. C'est venu petit à petit. La première fois que je l'ai senti, c'était pendant la guerre au Kosovo, donc c'est dans la même région d'ex-Yougoslavie. C'est 4 ans plus tard, en 1999. C'est très différent pour nous les reporters, parce que la Bosnie, on avait un accès formidable.
On pouvait même y vivre et aller dans tous les camps. Kosovo était plutôt une guerre qui a eu lieu à huis clos et on a mené des enquêtes après la guerre. C'était difficilement accessible pendant les combats. Bon, enfin, ça, c'est accessoire. Et là, à nouveau, il faut reconnaître la surprise, la nouveauté. Là, la justice internationale était devenue concrète. Et c'est la première fois que je voyais ça, n'importe où sur la planète. Le premier facteur, c'est que les Kosovars qui descendaient des montagnes, qui avaient survécu, les Kosovars albanais, qui avaient survécu aux affrontements entre leur guérilla et l'armée serbe et à l'intervention de l'OTAN, sortaient des forêts où ils étaient depuis donc fin mars à mi-juin, depuis 3 mois, et ils nous demandaient, à nous les journalistes qui étions évidemment les premiers sur place, on est souvent les plus rapides, enfin, est-ce que vous êtes des enquêteurs du tribunal? Alors je disais non, mais vous vous inquiétez pas, nous on est seulement des journalistes, mais on les a croisés dans les camps de réfugiés en Allemagne, en Albanie, en Macédoine. Ils vont être là dans quelques jours. Bon, ils sont un peu plus lents, c'est un peu plus lourd, c'est l'ONU, ils ont des gardes de sécurité, je sais pas quoi, mais enfin, ils vont arriver. Mais c'était quand même la première fois dans n'importe quel conflit. Le conflit était fini depuis quelques heures et ils sortaient des forêts en demandant êtes-vous des enquêteurs? Ça, c'était vraiment une nouveauté sur la planète. Je ne pense pas qu'il y ait eu de précédent. Et le second facteur, c'est que même si à Srebrenica, on le savait, il y avait eu des charniers secondaires, etc., et des volontés de masquer le crime, c'était venu au fil des mois. Là, c'est la première fois aussi qu'à chaud, nous, on parcourait les villes, les villages, partout, et partout, on trouvait des charniers secondaires et des charniers tertiaires. C'est-à-dire la preuve que non seulement ceux qui étaient dans la forêt attendaient les enquêteurs, mais que les tueurs aussi attendaient les enquêteurs. À chaud pendant la guerre en commettant les crimes. Ils avaient même transporté des cadavres dans des camions frigorifiques en dehors du Kosovo. Donc, dans les deux cas, pour la première fois, à ma connaissance, on attendait la justice. On attendait des enquêteurs. On avait intégré l'existence d'une justice internationale. C'était évidemment très différent. Bon, ensuite, évidemment, tout ça, d'abord, le bilan est très contrasté, on l'a tous dit. Le début de cette cour permanente, cette cour pénale internationale est évidemment très chaotique, enfin le bilan est plus que modeste. Toutes les guerres de l'après 11 septembre qui concernent les djihadistes ou les Américains, ainsi que les conflits liés aux révoltes arabes, n'ont évidemment pas engendré de processus, même si ça explose partout sur la planète, comme Thierry l'a très bien décrit, quand même les grands conflits majeurs des 20 dernières années n'ont pas engendré de processus judiciaires ou de processus de quelque sorte de justice que ce soit très convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour revenir à la Bosnie, je suis retourné, bon, j'y vais tout le temps, mais je suis retourné travailler sur cette question l'an dernier, pour les 25 ans de la fin de la guerre. Pas seulement en Bosnie, enfin en Serbie, enfin dans la région. Et j'ai été marqué par plusieurs choses. C'est que d'abord, aujourd'hui, le mandat du tribunal à l'époque, c'était justice et réconciliation. Alors la justice a partiellement fonctionné, puisque même si c'est très partiel, bon, plus de 100 criminels condamnés, plus de 200 arrêtés et plus de 100 condamnés, je crois. Donc voilà, c'est bon. Réconciliation, pas du tout. J'ai trouvé que les discours étaient pires qu'en 1991 quand la guerre a commencé et pire qu'en 1995 quand la guerre a fini. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir la guerre demain matin. Je pense que quand on est d'une génération comme ça qui sort d'un tel carnage, on fait attention avant de prendre les armes. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura la guerre demain matin. Non seulement, d'abord, je ne fais jamais de prédiction, mais en revanche,
pour un expert qui viendrait d'une autre planète et qui verrait ça comme ça à plat de manière théorique, le discours de haine, les conditions d'une guerre sont encore plus fortes aujourd'hui qu'il y a 25 ans. C'est tout de même très troublant. C'est un échec total des tentatives de réconciliation. Malgré l'existence du tribunal et son relatif succès, tout de même, il faut le reconnaître, il y a un sentiment général d'impunité. Ce sentiment d'impunité conduit au déni, très présent dans tous les camps. Ce déni conduit à la division et aux fractures, et éventuellement, cette division et cette fracture peuvent mener à un nouveau conflit. En tout cas, elles mènent aujourd'hui à un après-guerre qui est absolument pas, non seulement pas moral, mais surtout pas confortable et pas satisfaisant pour les populations. Je vais vous citer 2 ou 3 personnes que j'ai rencontrées en faisant cette enquête depuis 1 an sur l'après-guerre. Il y a un homme qu'on connaît bien, Hassan Nouranovic, qui a été un des témoins clés de Srebrenica au tribunal international, que Ed a croisé là-bas, mais qui dit « L'intention et le désir de nier ont toujours existé, mais ils ont été stoppés un certain temps par la présence politique et militaire internationale et par l'existence du tribunal. Et lorsque la force internationale est repartie et que le tribunal a fermé, après le verdict Mladic, le message a été que les criminels de guerre, désormais, sont tranquilles. Et donc, 25 ans après, on a des gens, alors il parle des politiques serbes, parce que lui est concerné par Srebrenica, ont lancé beaucoup de ballons d'essai, et comme il n'y a pas de réaction, ils continuent dans le déni. Lui pense, par exemple, lui est très pour des lois telles qu'on a en France, qui sanctionnent certains aspects du négationnisme, du révisionnisme, ce qui n'est pas le cas là-bas. Un autre, Refik Hodžić, qui a beaucoup travaillé pour les tribunaux, qui est un consultant très connu dans la justice internationale, il dit « Tout est lié au narratif ». Le narratif qui a enflammé les Balkans dans les années 90 et la déshumanisation de l'autre a permis tous ces crimes. Il dit, mais la différence, il pense que c'est le même narratif. Il dit, la seule différence avec la période de la guerre, c'est qu'à l'époque de la guerre, le déni, il est utilisé pour aller tuer son voisin et violer sa femme. Et voler sa maison. Aujourd'hui, le déni est utilisé par les politiques pour être sûr qu'un avenir pacifique et commun ne voit jamais le jour. Lui pense que les mécanismes sont exactement les mêmes. Voilà. Simplement, au lieu de tuer son voisin et violer sa femme, on se prend juste garde que les 2 villages vivent séparément. C'est ça le projet politique. Et je voudrais citer un 3e personnage, Amor Mašović, c'est lui qui a dirigé toutes les enquêtes à Sarajevo. Il dirige l'Institut médico-légal et il a dirigé les... C'est devenu le grand spécialiste des enquêtes sur les charniers et les crimes de guerre. Alors lui, il va encore plus loin, parce que tout le monde parle du déni, et c'était une enquête sur le déni, et lui, il dit, l'étape finale d'un génocide est supposée être le déni. Voilà. Il dit, aujourd'hui, ils ont ajouté encore une étape supplémentaire, qui est le triomphalisme. C'est là où c'est pire, peut-être, qu'en 1995. C'est intéressant. Il dit, c'est comme si la race supérieure... Alors, encore une fois, lui, il parle des Serbes, mais ça peut s'appliquer à d'autres conflits, à d'autres personnes. Dans les Balkans, le déni est présent partout, chez les Bosniaques musulmans, chez les Croates très fortement, etc. Lui, il parle des Serbes. C'est comme si la race supérieure n'avait rien fait de mal, puisqu'elle est supérieure. Et donc, des criminels de guerre libérés sont élus, maintenant, maires, parlementaires. Ils ont compris qu'il n'y aurait aucune conséquence sur la scène internationale. Et donc, cette absence de réaction, pour lui, a conduit à ces 2 étapes. Le déni, qui est une étape qu'on connaît bien après beaucoup de conflits, puis à cette nouvelle étape qui, elle, est relativement rare, j'ai l'impression, qui est le triomphalisme. Voilà, échec total d'un après-guerre, même si personne ne meurt et que Sarajevo est une ville extrêmement sympathique dont je viens d'arriver et que les jeunes gens sont très heureux à la terrasse des cafés. Voilà. Mais bon,
Je voulais mentionner ce processus un peu sur la longueur pour montrer à quel point ces processus de justice et de réconciliation peuvent, en dépit des apparences, parfois échouer totalement. Merci. It's time for questions, I think. Hein? Pardon, voilà. Question. Peut-être parce que j'imagine que la première question sera pour toi, Ed, mais qui veut poser des questions Sentez-vous libre de poser des questions sur les sujets qu'on a évoqués tous les trois et sur d'autres, hein, évidemment. Comme je le disais en introduction, ce sujet est trop vaste pour qu'on se limite et à la fois trop vaste pour qu'on en vienne à bout, mais... Oui, madame. Par rapport au sentiment d'impunité dont vous avez parlé, mais que ressentent les criminels de guerre qui sont bosniaques, serbes ou autres, il y a quelques jours, en fait, on allait juger une secrétaire d'un camp de concentration et d'extermination à 96 ans, et cette dame est partie et ne sera pas jugée puisqu'elle ne sera pas présente à son jugement. Donc finalement, si on fait le parallèle entre les deux, il n'y a pas forcément toujours impunité. Donc ces criminels, quelque part, ne devraient pas pouvoir se sentir en paix, si toutefois le mot n'est pas incongru. Et donc moi, c'est une interrogation que j'ai. Comment peut-on se sentir en paix? Comment peut-on construire la paix quand la réconciliation n'est pas? Si on regarde le Rwanda ou si on regarde aujourd'hui l'ex-Yougoslavie, comment on met à nouveau deux personnes issues de deux ethnies différentes qui ont vécu des massacres de l'un sur l'autre ou de l'un contre l'autre, comment on peut faire pour construire cette après-guerre? Parce que finalement, c'est assez négatif tout ce que vous avez dit. Et finalement, sur le genre humain, on peut se dire que effectivement, la justice internationale, les tribunaux pénaux internationaux et la Cour pénale internationale sont de petits pansements sur la souffrance humaine. Mais à côté de ça, comment peut-on faire? Parce que les gachacha, finalement, ça n'a pas si mal marché que ça au Rwanda. Tout au moins, ça a pu faire qu'une partie de la population s'est sentie reconnue dans sa souffrance, et une autre partie de la population, celle des criminels, s'est sentie un peu libérée du poids de ce qu'ils avaient fait. Donc finalement, c'est peut-être ça qui pouvait amener à ce qu'on puisse vivre ensemble. Mais voilà, et je me pose aussi la question sur le Cambodge. Il y a aussi une complexité quand les Khmers, à un moment donné, finalement, Duke et d'autres, arrivent à dire, finalement, oui, je l'ai fait, mais je l'ai bien fait. Un peu comme Rudolf Höss l'avait dit sur Auschwitz. Donc, voilà, il y a des choses qui sont très grises dans cet univers, et comment vous pouvez être un peu moins négatif ou... Vous avez entièrement raison, merci beaucoup. Je vais laisser Thierry répondre évidemment sur le Rwanda et le Cambodge. Je vais nuancer tout à fait le pessimisme du propos par dire une chose très simple, c'est que je pense que pour la Bosnie, mais ça vaut pour d'autres... De même que la guerre a été déclenchée par une minorité de gens, bien sûr, après, les foules s'embrasent, c'est comme ça pendant les guerres, pour une cause nationaliste, identitaire, je ne sais quoi, bon. Là, des causes religieuses, enfin bon. Mais la guerre est quand même déclenchée par une minorité de gens. Les autres la majorité était très surprise. Et tous disaient, mais pourquoi, après tout, on se fait la guerre, on vivait très bien ensemble. Enfin, donc ça, c'était la majorité des gens, tout de même. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu comparable, c'est-à-dire que la majorité des gens, ils vivent très bien ensemble. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas de problème avec l'idée de vivre avec quelqu'un d'une communauté différente. La question, c'est les blocages politiques. C'est que ces gens qui ont vécu de la guerre vivent de l'après-guerre de la même manière. Et eux veulent le séparatisme, le nationalisme, la division, la fracture, parce qu'ils en tirent un bénéfice politique. Bon, et parce que c'est aussi des mafias, enfin bon, presque. Donc,
Mais la plupart des gens, je pense de même que les gens sont surpris, voire stupéfaits quand la guerre commence. Alors ça, je l'ai vu partout. C'est très très rare que les gens s'attendent à la guerre. Ils sont surpris et stupéfaits. Je pense que après les guerres, beaucoup de gens sont tout à fait prêts à revivre ensemble. Mais qu'il y a un certain nombre de blocages créés par les politiques, par les institutions, par les accords de paix, par les modèles d'après-guerre qui ont été choisis, etc. La plupart des gens ordinaires, vous savez, ils ont envie d'aller de l'avant et souvent ils ont... Alors bien sûr, sauf si le voisin est un tueur... enfin, je veux dire, si le voisin a tué vos enfants, la question... Bon. Mais la plupart des gens ordinaires, s'ils n'ont pas trop tué ou trop souffert, enfin, la plupart des gens ordinaires, quoi, sont tout à fait prêts, après les guerres, à revivre ensemble. Vous savez, en Bosnie, il y a un endroit, enfin, la capitale, Sarajevo, qui est encore assez mélangée. Les gens vivent très bien ensemble, ils s'en foutent. Par contre, les endroits où ils sont déjà séparés depuis 25-30 ans, alors là, évidemment, c'est difficile... parce que la séparation existe, c'est difficile d'imaginer de renverser la situation. Mais encore une fois, moi je pense que de même que c'est des petits groupes qui déclenchent les guerres, ce sont ensuite des petits groupes qui tiennent à ces divisions après les guerres. Si quelqu'un savait comment faire pour reconstruire le Rwanda après, vous voyez, c'est juste impossible. D'ailleurs, c'est ce qui continue de nous intéresser. C'est que c'est une fascination constante par rapport à une question qui n'a absolument pas de réponse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la façon dont la réponse évolue. Le Rwanda, c'est quand même vraiment le cas extrême parce que justement, Rémi, c'est justement avec le voisin qui a tué ta famille que tu vis. Donc, c'est un truc de fou. Je pense, personne en 1994 n'imaginait que le Rwanda puisse être l'État qui fonctionne aujourd'hui, tel qu'il est. Après, on peut avoir toutes les critiques qu'on veut sur le régime, sur l'absence de liberté politique ou d'expression, etc. La réalité de ce Rwanda qui fonctionne ensemble, y compris dans les communautés, est vertigineuse. Là-dessus, certains pensent que les Gacaca ont en fait aidé surtout... Parce que les Gacaca, c'était extrêmement difficile pour les rescapés d'accepter le deal. Parce que les Gacaca, fondamentalement, étaient un peu ce deal, vous avouez vos crimes et vous aurez moins. Et ça a été constamment le deal, ça. Donc pour les rescapés, très dur à avaler. Et puis petit à petit, de toute façon, ils ont accompagné le processus parce qu'ils disaient souvent on n'a pas le choix. Mais derrière on n'a pas le choix, ça c'est Philippe Gourevitch qui a cette réflexion-là. Il dit ça veut dire quoi on n'a pas le choix? Ça veut dire que quand il regardait quelle était l'alternative, ils comprenaient le compromis qu'on était en train de leur proposer. Parce que l'alternative, c'était pire. Et que petit à petit, au gré des procès, etc., en fait, les Gacaca ont peut-être permis au Rwanda, ou aux Rwandais plutôt, de passer ce stade où on n'a plus à traiter le passé tous les jours. Parce que pendant 15 ans, les Rwandais, ils ont dû quand même se taper ça tous les jours dans leur vie quotidienne. On leur demandait d'aller au Gacaca, c'était obligatoire. Et les Gacaca purgent ça, purgent la nécessité de justice pour tout le monde. Du coup, les gens peuvent passer vraiment à autre chose. En ce sens-là, c'était un processus finalement beaucoup plus intéressant ou beaucoup plus productif peut-être que ce qu'on aurait pu imaginer, parce que c'est vrai que la conversation a changé après les Gacaca. C'était plus le thème central. Le fait de rendre des comptes n'était plus le thème central. Les Gacaca avaient purgé cette chose-là, même s'il y avait encore des procès qui continuaient de manière résiduelle, mais les Gacaca pouvaient permettre de purger ça. Il faut se souvenir que là, on est dans un cas de figure complètement différent de la Bosnie, où on a un État fort
qui impose. Le gachacha, c'est une justice pénale imposée par l'État, de manière très très ferme. Donc est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'après un génocide, on s'en sort mieux avec un État autoritaire? Ça, toutes les conversations sont infinies là-dessus. De fait, le Rwanda aujourd'hui a une population qui arrive quand même grosso modo à coexister, ce qui est tout à fait vertigineux quand on pense à ce qui s'est passé, et un État qui fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que leur après-guerre est terminée d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout peut encore se dégrader d'une manière ou d'une autre. L'après-Kagame, qui est le président depuis la fin qui est le leader vraiment depuis la fin du génocide, l'après-Kagame n'est absolument pas réglé. Donc tout ça est plein d'incertitudes. Sur Douche, un petit mot quand même sur l'intérêt qu'il y a à écouter la parole des bourreaux. Douche, il était très très intéressant au Cambodge parce que c'était le seul grand Khmer rouge qui acceptait quand même, qui reconnaissait le crime, qui reconnaissait l'immense majorité des atrocités dont il était accusé, et qui du coup acceptait d'être dans le partage de son récit ou de ce qu'il savait. Et malgré tout, à travers les 6 mois pendant lesquels il est à l'audience tous les jours et à témoigner tous les jours, on en a appris énormément sur le fonctionnement de la machine de mort Khmer Rouge. Et que ça avait un intérêt non seulement pour l'histoire, mais un intérêt aussi pour les victimes et pour les familles. Après, certaines victimes ont pensé que Douche n'était pas sincère, ne disait pas tout. Bon, peu importe, d'autres l'ont mieux accepté. Mais la parole du bourreau, elle est assez essentielle dans tout ce travail de vérité. On se demandait si on allait parler de la Gambie, mais je disais que la Colombie, c'est le grand événement en justice transitionnelle d'après-guerre aujourd'hui. La Gambie, pour moi, depuis 2 ans, ça a été le grand événement de justice transitionnelle à travers une commission vérité pour l'après-dictature. Et c'est les mêmes problèmes qui se posent. Et là, la force de la commission vérité en Gambie, c'était justement d'avoir obtenu un incroyable nombre d'aveux d'anciens sbires du régime, d'anciens responsables des renseignements et de la torture généralisée. Le montant d'informations qui est sorti comme ça tous les jours de cette commission est incroyable. Et ça ne résout pas du tout le problème. La Gambie est aujourd'hui aussi divisée politiquement qu'elle l'était il y a 3 ans à la chute du régime. Ce qui est encore plus inquiétant, le gars qui est au pouvoir, le président au pouvoir aujourd'hui fait alliance avec les anciens soutien du dictateur, alors que bon, c'est quand même un pays qui est loin d'être sorti de son après-dictature. Mais le travail de vérité qui a pu être fait, notamment à travers les aveux des auteurs des crimes, est tout à fait essentiel, comme il l'a été dans les gachacha au Rwanda, malgré tout. On va prendre une question peut-être. Oui, madame. Merci. Quand vous parlez d'une justice transitionnelle sur un plan international, ça m'a tout de suite fait penser au processus de justice réparatrice qui existe dans certains pays, que la France teste encore en ce moment, entre bourreaux et victimes. Donc c'est toute la relation qui m'interroge entre le niveau collectif et le niveau individuel, en sachant bien qu'il y a interpénétration entre les deux, mais en reposant cette question-là par rapport à des guerres civiles internes à certains pays, c'est-à-dire où la nationalité n'entre pas en ligne de cause. Juste un tout petit mot. C'est essentiel ce que vous dites sur le plan. Il y a un plan individuel et il y a un plan collectif. Là, tout ce dont on parle, c'est très étatique, c'est très institutionnel et c'est très collectif. Mais il y a d'immenses champs de la justice d'après-guerre qui se jouent au niveau individuel, local, silencieux, privé, dont on sait très peu de choses, où beaucoup moins d'études sont menées, alors qu'elles sont extraordinairement riches et productives. En Sierra Leone et dans plein d'autres pays qu'on peut citer, il y a énormément de choses qui se sont passées au niveau du village, de la communauté, en silence,
sans que personne s'en occupe et qui ont permis à la société sierra-léonaise de rebondir après la guerre de manière assez très très étonnante et non abîmée. Enfin, le tissu social, à mes yeux, sierra-léonais n'a pas été profondément abîmé par le conflit, même s'ils ont vécu la violence. Donc ces niveaux-là sont très intéressants, ils sont très intimes et ils sont souvent dénigrés par les militants ou par nous, enfin, parce qu'on ne les comprend pas non plus bien. Ils sont beaucoup plus... Mais ils sont essentiels, on est tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de recherches là-dessus qui l'attestent et qui le confirment chaque jour. Mais on a peut-être une confluence entre votre très bonne question, parce que on n'a pas parlé de la haine. I mean, how do you manage hatred? What do you do with it? Where do you put it? Et Rémi a parlé absolument sur le traité de paix pour la Bosnie fait en Amérique à Dayton, Ohio. C'était une institutionnalisation, is that right? Institutionalization of hatred. Hatred at worst, séparation au meilleur. 3 dysfunctional entities within one country. Everything that the perpetrators of the war crimes fought for. Et ils ont récompensé les coupables de ces crimes de guerre. Madame, ce que vous avez vu, l'impunité, its roots in the peace treaty. L'impunité a ses racines dans ce traité de la paix. Et si on institutionnalise la haine et on fait en sorte que la haine est le cœur de l'État, on aura une culture de déni, on aura une absence de mémoire. Au niveau individuel et collectif, ça c'est le problème. Comme a dit Thierry, on ne peut pas faire les charges contre 11 000 personnes. You need to find out who did it, who led it, who initiated it. Et ça c'est des choses difficiles. If you don't have... Donc ça, c'est très difficile. Si on n'a pas de compte à rendre, on vit avec une idée que tout le monde était coupable. Et pour la Republika Srpska, c'est quelque part un peu vrai. Tertiaire. Ça veut dire que les petites routes de l'Est de Bosnie étaient heaving, avec des camions pleins des cadavres. Pour des mois, des années, j'étais à Srebrenica, c'est juillet. On a trouvé, après 26 ans, pour la première fois, pièces de cadavres des assassinés à la massacre de Srebrenica. That's not reckoning. That's collective, institutional hatred. Ça, c'est de la haine collective, institutionnalisée, institutionnelle. C'est un procès de paix très mal fait. Et l'impunité dont vous parlez est créée quelque part par les traités. Quand on a de très mauvais traités, la haine est au cœur de l'État. Et cela mène à une forme d'impunité collective. Question? Un coup, commentaire, ou anecdote, histoire? Oui? Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui est témoignage ou devoir de mémoire, du coup, fait partie, par exemple, de la gradation des conflits, notamment, par exemple, quand on voit le livre de Sensiel-Niter d'Hélène Dumas, qui reprend les témoignages au Rwanda, etc., qui est beaucoup plus abordable, hein, évidemment, qui est abordable à tout public. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, ça impacte le devoir de mémoire mondial, mais donc que ça incite aussi à une gradation, peut-être pas dans le conflit, mais dans des problèmes politiques éventuellement qui sont soulevés et qui n'étaient jusque-lors tués, en fait, et mis sous silence?
On a des tas d'exemples de sociétés après la guerre où le devoir de mémoire n'existait absolument pas, où même le mensonge a été l'option préférée, l'option choisie, et qui sont des sociétés qui ont très très bien vécu les après-guerres. On sait ça ici en France parce que c'était le cas après la Seconde Guerre mondiale. Donc on en fusille quelques centaines, il y a quelques milliers d'assassinats, il y a une épuration, et puis on décrète, vous avez tous été résistants. Et ça a été une société fantastique, qui a mis 20 ou 30 ans à s'apercevoir qu'on lui avait menti, mais je veux dire, bon, ça a très bien fonctionné. La Bosnie dont je parlais tout à l'heure, Tito a fait pareil que De Gaulle, mais en plus autoritaire, puisque De Gaulle a perdu les premières élections, alors Tito est resté au pouvoir 40 ans. Mais bon, il a fusillé quelques centaines de types, et puis il a dit, vous avez tous été partisans, et ces gens ont vécu dans une société extraordinaire. C'est-à-dire que je ne commente pas l'option socialiste, politique, économique, mais enfin, la vie ensemble sous la Yougoslavie a été magnifique, jusqu'en 1990. Donc la question du devoir de mémoire, enfin du choix de quel devoir de mémoire, etc., est vraiment une question absolument passionnante. Moi, j'ai absolument pas de réponse, mais je ne sais pas si Ed, tu veux en parler. C'est une question à manier avec délicatesse, quoi, je pense, pour tout responsable politique d'après-guerre, quoi. C'est est-ce que c'est vraiment un devoir? Est-ce que les gens ne sont pas libres aussi de la mémoire qu'ils veulent? Voilà. Est-ce qu'il faut donner une direction? Est-ce qu'il faut faire un choix politique fort? Au contraire, est-ce qu'il faut forcer les choses? Est-ce qu'il faut même parfois peut-être préférer? Là, c'est des cas où on a préféré le mensonge à la justice. Vous voyez, ça a très bien marché pendant quelques décennies. Voilà. Mais je ne sais pas si... Oui, monsieur. Si ça répond vraiment à votre interrogation, mais... Donc, merci bien. En fait, ma question est que pensez-vous que les gens peuvent assez croire à cette justice quand on voit ce qui s'est passé en Irak et que juste là, rien ne fait, et ce qui s'est passé en Libye également? Voilà les deux questions. Ça, c'est la grande question. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, pardon monsieur, avant que vous arriviez, mais c'est vrai qu'après... dans ce monde de l'après 11 septembre et des conflits majeurs déclenchés dans cet affrontement entre les djihadistes, les États-Unis et d'autres forces en présence, bon, c'est vrai que on parle pour certains pays de centaines de milliers de morts, on parle en 20 ans de millions de morts, on parle de choses quand même majeures de notre époque, et pendant que partout ailleurs sur la planète, comme Thierry le décrivait très bien, les processus de justice divers et variés, des processus d'après-guerre, des processus de tentative de réconciliation pullulent partout, dans les principaux conflits qui sont au cœur du monde d'aujourd'hui, enfin du monde depuis 20 ans, c'est totalement absent. Enfin, oui, il y a eu quelques soldats américains jugés aux États-Unis, enfin c'est rien. Enfin, bon, il y a eu quelques gars d'Al-Qaïda jugés à Guantanamo, mais enfin je veux dire, c'est globalement rien. On parle de millions de morts dans une impunité totale. Le cœur des guerres d'aujourd'hui, de cet affrontement qui démarre le 11 septembre 2001 et qui finit là, enfin qui est loin d'être fini, je veux dire, qui va durer sans doute des générations, des décennies, mais enfin dont le dernier épisode est la chute de Kaboul le 15 août. Toutes ces guerres se passent dans voilà. Alors il y a quelques procès tout à fait anecdotiques, quoi, ou périphériques, ou des procès qui sont très importants, comme en ce moment en France, par exemple pour l'attaque du 13 novembre, mais qui concernent très très peu de gens, enfin qui concernent 200-300 victimes et 10 ou 15 accusés, quoi, qui à l'échelle de ces guerres planétaires sont relativement anecdotiques. Absolument, merci monsieur pour avoir introduit le mot Irak. On parle de l'impunité. They have names. Nous pouvons les nommer. George W. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Tony Blair, David Miliband, Paul Wolfowitz. Je peux les nommer. Ça sont les impunes. Absolument. Les criminels de guerre, jamais punis. Merci.
Je vous disais en introduction que Ed Vulliamy est connu pour les camps de Death Camps in Bosnia, mais maintenant il est représenté à Hollywood pour son travail sur l'Irak. Donc si vous n'avez pas vu, c'est Official Secret. Il y a un film qui est sorti, qui est pas mal d'ailleurs. Comme les Américains savent les faire, ils ratent en général les films sur les reporters de guerre, ils réussissent plutôt les films sur les enquêteurs, vous savez. Et l'un des derniers bons films sur les enquêteurs, c'est la figure de Ed et de ses collègues du Guardian démontant les mensonges de Blair sur l'Irak. Official Secrets, vous verrez Ed enfin c'est un acteur dans le film, mais qui, dans toute sa fougue. Juste petite perspective quand même sur l'évolution. La création de tous ces tribunaux, c'était une anomalie historique à bien des égards, hein. C'est vraiment lié à cette fenêtre géopolitique tout à fait unique après la guerre froide, où pendant une dizaine d'années, l'Occident est sans concurrent à l'échelle mondiale et où les décisions de ce genre peuvent être prises. Et cette fenêtre se ferme littéralement avec le 11 septembre. Et elle n'est pas prête de se rouvrir. Donc c'est vrai qu'il y a tout un champ de possibles auquel on s'est presque habitué dans les années 90 avec cette série incroyable de tribunaux internationaux. Cette fenêtre, elle est fermée. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun accord possible au Conseil de sécurité de l'ONU et ça ne va pas changer. Donc, alors ça, c'est un peu la partie sombre, ce qui fait qu'il n'y a rien de possible sur la Syrie, rien de possible sur la Libye, et rien de possible sur l'Afghanistan ou l'Irak. Mais ça, c'est une manière de voir les choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'immense créativité, malgré tout, qui perdure dans d'autres régions où là, le champ du possible reste ouvert. Et dès qu'il reste ouvert, ce qui est nouveau à mes yeux, c'est que la réponse de justice s'impose. Alors qu'avant, il n'y avait pas forcément des processus qui étaient vraiment mis en œuvre. Aujourd'hui, c'est vraiment très systématique. Les cas de figure où il n'existe rien existent et peuvent toujours fonctionner, mais sont très rares. Ce qui explique aussi que la tendance générale, hein, qui n'est plus nouvelle maintenant, qui date déjà de quelques années, mais qui se renforce tout le temps, c'est que la justice internationale s'est renationalisée, si vous voulez. C'est vraiment retourné au niveau national et c'est très intéressant parce que maintenant on a des justices nationales qui en fait produisent de la justice transnationale, c'est-à-dire qu'elles prennent elles-mêmes la responsabilité de crimes internationaux. C'est tout le développement de ce qu'on appelle les procès de compétence universelle, donc des juridictions nationales qui traitent de crimes commis loin par d'autres. Et la Syrie aujourd'hui, le seul endroit où il y a un peu de justice, c'est minable, enfin, c'est symbolique, c'est rien du tout, mais ça se passe devant des tribunaux européens qui se saisissent de quelques cas et qui du coup entament ce processus. L'autre truc, c'est le développement de mécanismes de l'ONU d'enquête et de documentation sans que ce soit des tribunaux, parce qu'on ne peut plus faire de tribunaux, le Conseil de sécurité ne l'admet plus, donc hop, les activistes ont bifurqué et créent des mécanismes qui collectent la preuve en espérant qu'un jour, il y ait la possibilité de nouvelles méthodes un peu créatives de compenser l'absence d'ouverture géopolitique sur la justice. C'est le cas sur la Syrie, avec notamment des enquêteurs qui ont beaucoup travaillé pour les tribunaux et qui maintenant font ça autrement. Puisqu'il faut... Sur l'Irak et sur Myanmar. Puisqu'il faut conclure, concluons sur une note... d'espoir, ça rebondit sur ce que vous dites, monsieur, ou ce que dit Thierry sur la régression totale des 20 dernières années, et le tournant étant vraiment le 11 septembre, et le retour de la loi du plus fort, absolu, qui a toujours été un peu le cas dans la guerre, évidemment, mais enfin, le retour absolu de la loi du plus fort en termes de relations internationales, non seulement cette justice internationale n'avance pas, et beaucoup de criminels des principaux conflits d'aujourd'hui ne sont jamais jugés. Mais bon, je suis journaliste, donc je m'interdis les prédictions. Mais enfin, on peut essayer, et là je ne vais pas relancer le débat parce qu'on va se quitter, mais on peut aussi estimer que non seulement il n'y aura plus de justice internationale ou de nouveaux tribunaux créés, etc., dans ce monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais on peut franchement se poser la question, est-ce que toutes les grandes lois, non seulement de l'après-guerre froide, mais les grandes lois internationales de l'après-45, de l'après-Seconde Guerre mondiale, de l'après-extermination, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de Genève, etc., on peut se poser la question, serait-elle aujourd'hui adoptée à New York ? La réponse est probablement non, évidemment. Merci.